Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire la critique analyse du chapitre 914 et on va le faire en 2 vidéos. Alors vous me poserez la question, pourquoi le faire en 2 vidéos? Eh bien pour la passion bien sûr. Bah non, c'est pas pour la passion, c'est que j'ai toujours le problème avec mon ordi. Et surtout, vous avez été super nombreux la semaine dernière à me laisser des bons commentaires sur le fait d'avoir fait 2 vidéos. Et maintenant avec du recul, c'est aussi ce que je faisais à une époque et ça avait quand même pas mal plu. Donc dans cette première vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien ça va être tout ce qui va être explication au niveau du chapitre. On va voir un tout petit peu les détails, on va parler de Oden et des 20 ans et du fait que il a été le shogun de Wano Kuni pendant un bout de temps. Franchement, je sais pas pour vous, mais cette information m'a laissé hyper perplexe. Franchement, c'est pour moi, parce que je pensais que c'était qu'un daimyo, donc on va revoir ça un petit peu tout à l'heure. On va parler de Kiku. Hein, femme samouraï, ça peut être très bien. Est-ce que c'est un mec? Est-ce que c'est vraiment une femme? Quel va être son futur traitement? On va parler aussi de Tama, on va parler de Luffy, de l'eau, de Luffy et Zoro. L'eau, on va en parler justement après. Le fait qu'ils soient encore une fois tous les deux, qu'il y ait cette alchimie entre eux, c'est vraiment excellent. Et après, bien sûr, on parlera de l'eau. Et dans la deuxième vidéo, là, on va plus s'attaquer au niveau de Kaido. Et on va voir aussi qui va combattre contre qui est ce Holden ou Oarden, quel va être le rôle de Hawkins, comment ça va se passer, bref, quelques petites théories. Donc on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite avec le cas Oden. Alors ce petit Oden, pour bien tout comprendre, il faut reprendre toutes les choses en amont. On va prendre le chapitre 818 et 819, là on a les premières informations sur Oden. Déjà on apprend que c'est un daimyo. Un daimyo, c'est quoi? C'est un gouverneur, c'est quelqu'un qui s'occupe d'une région, et là, ici, c'est la région de Kuri. Tout ce qu'on a eu en amont, c'est-à-dire dans les chapitres 812 et 813, corrobore cette information. Or, ici, Tsuru nous apprend qu'il y a plus de 20 ans, il était carrément le shogun, on peut dire le shogun, qu'il a contrôlé le Wano Kuni, et même ça, depuis très longtemps, ses ancêtres, son clan, aussi avait fait ça. C'est vraiment important parce que ici ça met en défaut une information, c'est le fait qu'il voulait ouvrir les frontières de Wano Kuni. Or, si durant très longtemps il a été le shogun, ça veut dire qu'il avait cette possibilité d'ouvrir les frontières à d'autres personnes. C'est lui qui contrôlait le pays. Donc comment ça se fait que c'est maintenant le désir, la volonté de quelqu'un qui est mort? Et encore une fois, une personne qui est morte et qui a un rêve, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans la narration de One Piece. On peut se poser vraiment une question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avant? On a appris aussi qu'il a fait partie de l'équipage de Goldie Roger. Or, Goldie Roger a découvert Raftel en 1499, c'est-à-dire il y a 25 ans. Il y a 25 ans, Oden est parti avec l'équipage et a laissé le contrôle de Wano Kuni. On ne parle pas de seulement la région de Kuri, on parle bien de tout Wano Kuni à quelqu'un d'autre. Peut-être à quelqu'un justement de son clan, quelqu'un de la famille. C'est à partir de là où on peut trouver des explications. C'est-à-dire que depuis très longtemps, c'est le clan Kusuki qui contrôle Wano Kuni, et à cette époque-là, les frontières étaient ouvertes, il y avait du commerce, etc. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que les poneglyphes ont pu partir dans le monde il y a 800 ans, et ils avaient ces relations. Par contre, il faut bien comprendre que même si les frontières étaient ouvertes, ils n'avaient aucun lien avec le gouvernement mondial. Il y a Goldie Roger qui est arrivé ici pour justement trouver des informations au niveau des poneglyphes. C'est pour ça qu'il est arrivé, parce qu'il savait que le clan Kusuki a été ce clan qui a taillé les pierres. Oden a voulu en savoir plus sur son passé, donc il est parti avec Goldie Roger pour découvrir un petit peu les traces de ses ancêtres. Et pendant qu'il était parti, c'est peut-être qu'à ce moment-là que le daimyo Orochi a voulu essayer de saper l'image qu'il avait justement Oden. C'est-à-dire que, regardez, il est parti, il s'intéresse plus à Wano Kuni, et c'est peut-être à partir de là qu'a été le début de la chute du clan Kusuki.
Une fois les secrets qu'enfermait Raftel ont été découverts par Goldie Roger et aussi Oden, Oden a demandé à Goldie Roger de le ramener au niveau de Wano Kuni. Sauf que pendant son absence qui a duré 1 an, le clan Orochi a pris de plus en plus de puissance et est devenu légal au niveau de celui de Kusuki. Et là on peut imaginer qu'il y a eu une guerre civile qui a opposé ceux qui étaient favorables au clan Orochi et ceux qui étaient favorables au clan Kusuki. Ça a duré plusieurs années, il y avait une balance des forces entre les deux comme ça a été souvent le cas au niveau de l'ère Edo, et là il y a un élément extérieur qui est arrivé et qui a foutu légèrement la merde. Et bien cette grosse merde c'est Kaido. Alors Kaido, qu'est-ce qu'il était venu faire à Wano Kuni? Ceci est une très bonne question, sûrement que voulant devenir le seigneur des pirates et ayant en sa possession une ronde poneglyphe, il a voulu avoir plus d'informations. Le clan Kusuki était les tailleurs de pierre qui ont créé les poneglyphes. Oden, bien sûr, vu que c'est un mec bien et qu'il était avec Goldie Roger, il a donné aucune info, donc Kaido a décidé de s'allier avec le clan opposé, il s'agit du clan Orochi. Alors forcément Orochi lui il a été content d'accepter Kaido et c'est à partir de là que la balance a un petit peu, voire même beaucoup penché en faveur de Orochi. Le clan Kusuki a dû se replier au niveau de sa région qui était Kuri. Il y avait toujours les personnes qui étaient défendeurs, mais au fur et à mesure du temps, le clan Orochi a pris possession de tout Wano Kuni, a fermé les frontières, a commencé à construire aussi les usines. Kaido lui a commencé à ramener ses smiles et au fur et à mesure du temps, eh bien le clan Kusuki a vraiment été détruit et on en est arrivé jusqu'à l'extrémité extrême. Oui, l'extrémité extrême, ça veut absolument rien dire. La mort de Oden ébouillanté par Kaido. Pourquoi? Parce que celui-ci, même à l'article de la mort, n'a pas voulu lui donner l'information sur la lecture des road poneglyphes et le secret qu'il y a au niveau de Raftel. Alors voilà un petit peu comment je pense que ça s'est passé. De toute façon, on aura sûrement les informations au niveau du flashback. Vous, dans les commentaires, dites-moi si vous pensez un petit peu que ça s'est passé ainsi. Alors maintenant, on va parler d'une autre personne. On va parler tout simplement de Kiku. Alors cette petite Kiku, ou Okiku en fonction d'eux, et puis d'ailleurs non, elle est même pas petite, elle est quand même assez grande, elle fait à peu près la taille de Kinemon. Alors cette personne, est-ce que c'est un mec? Est-ce que c'est une gonzesse? Déjà une bonne chose, c'est que on ne voit pas ses attributs comme on a l'habitude de le voir un petit peu au niveau des personnages féminins. C'est d'ailleurs d'un point de vue de la symbolique quelque chose de magnifique par rapport à Rebecca. Rappelez-vous, Rebecca c'était une guerrière qui avait un visage masqué mais qu'on voyait ses seins, hein. Alors qu'ici, Kiku, on voit son visage, mais le reste de son corps est totalement couvert. C'est vraiment très bon parce que là, on va plus être axé sur la personnalité intérieure de Kiku plus que son apparence extérieure. Et ça peut même laisser beaucoup d'espoir pour qu'on ait enfin un traitement d'un personnage féminin qui soit très bien fait. Pudding a été très bon pour moi au niveau de Toadland et elle a eu une importance primordiale, mais j'espère qu'ici ça sera exactement la même chose sans obligatoirement qu'à un moment on la voit presque à poil avec des seins énormes. Moi je suis partisan du fait que ça soit vraiment une femme, que ça soit pas un homme qui est travesti. Alors après des recherches, oui, les femmes samouraïs ont existé. Alors femmes samouraïs, c'est une déformation linguistique, c'était des Onna Bugeisha, c'était des femmes de samouraïs, c'était des veuves, c'était des filles, enfin c'était des personnes qui étaient là pour protéger leur maison, protéger aussi leur honneur, et souvent elles maîtrisaient la lance, elles maîtrisaient aussi l'arc, et il y en a quelques-unes aussi qui maîtrisaient l'épée, et là il y a un nom qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Tomoe Gozen, qui était connue comme une samouraï, une femme samouraï, une Onna Bugeisha, qui équivalait la puissance de 100 hommes, et ce qui est dingue, c'est aussi qu'elle maîtrisait hyper bien le katana. Il y en a certains qui vont dire oui mais on voit pas ses seins. Souvent les femmes se mettaient un bandage vraiment très fort au niveau de leur poitrine pour justement que celle-ci ne gêne pas. On n'est pas comme dans les Amazones, même si on l'a pas vu au niveau de Amazon Uli, où carrément c'était des archères qui se coupaient un sein pour justement pouvoir tirer plus facilement. J'imagine bien qu'à un moment elle va être blessée, qu'on va la voir enlever son kimono et qu'on va voir justement qu'il va y avoir un bandage au niveau de son torse. Alors cette petite Tama, personnellement je ne la vois pas comme une princesse. Je trouve que ça serait trop récurrent par rapport à d'autres événements. Si c'était la sœur de Momonosuke, il serait absolument inconcevable qu'elle n'ait pas été prise avec Momonosuke par Kinemon et Kenjuro. Je ne pense pas non plus que le clan Kusuki à un moment l'a protégé et l'a mis dans un coin, même s'il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une guerre civile entre le clan Orochi et le clan Kuzuki, ils auraient peut-être aussi caché Momonosuke. Il y avait aussi la mère qui était là, et je ne pense pas qu'une mère
puisse se séparer de sa fille pendant aussi longtemps. Il y aurait des petits liens qui seraient présents, donc je la vois comme une personne lambda, mais avec son fruit du démon, elle a une importance toute particulière. On sait que Kaido veut une armée de bêtes, donc il avait les Smiles et manque de peau. César a été détruit, donc il n'a plus la possibilité d'avoir ces bêtes avec lui. Et là, on vient d'apprendre qu'elle a le pouvoir d'amadouer les animaux. Imaginez Kaido s'il apprend ça. Et il l'a appris, justement. Donc il n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir cette petite fille pour contrôler le plus d'animaux. On a bien vu que le babouin, au début, il était aux ordres, enfin des mecs étaient sous les ordres d'Hawkins, donc ça veut dire qu'un petit peu partout au niveau de Wano Kuni, il y a des animaux sauvages qui sont sous les ordres des pirates de Kaido, ou alors sous les ordres du Shogun. Eux, c'est pas des gens qui sont gentils avec les animaux, donc ils doivent bien leur tabasser la bouche. Les animaux écoutent les ordres des pirates, parce qu'ils ont peur, alors que ici, il y a une manière d'amadouer grâce au mochi qu'elle produit. Et c'est pour ça qu'il y a eu, comme Zoro l'a dit, ce guet-apens, ce kidnapping qui a été mis en place. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a été fait au hasard. Donc, Tama, pour moi, va avoir un rôle important, non pas par la famille d'où elle vient, mais plus par le fruit du démon qu'elle possède. Et justement, qui va aller les aider? Eh bien, il s'agit de Zoro et Luffy. Et là, ça fait super plaisir. Non pas qu'il va y avoir de la baston, si quand même, hein, mais ça on y reviendra plus tard. Mais c'est vraiment l'alchimie qu'il y a entre les deux. C'est deux potes qui se retrouvent. Ichiro Oda s'amuse de ça et nous fait rire. La débilité de Luffy, quand par exemple il parle de Oden et lui il essaie de se souvenir d'où il a entendu ce nom, il a quand même dit qu'il allait tuer la personne qui a tué Oden pour rouvrir les frontières de Wano Kuni et pour répondre à la demande de Momonosuke. Donc c'est pour ça aussi qu'il est au niveau de Wano Kuni, même s'il est aussi là pour prendre une copie du Road Poneglyph. Le fait aussi que Ichiro Oda nous le fasse dessiner en train de manger du mushi et qui parle de Big Mom en disant que l'autre est un petit peu grande, mais lui il connaît une dame qui était beaucoup plus grande, qui était Big Mom. Le fait aussi qu'il dise son nom tout de suite et qu'il y ait Zoro qui intervienne pour dire non non non, il s'appelle Luffy Taro. Alors Luffy Taro, ça c'est vraiment très très bon parce que là il y a une petite référence que je vous ai déjà parlé la dernière fois. Alors rappelez-vous quand le Tucson Sunny arrive au niveau de Wano Kuni, il y a Luffy qui est sur le bateau et à un moment il y a des carpes qui sont devant et il saute sur une carpe géante et ça reprend une illustration qui est hyper connue par rapport à un conte en Chine et au Japon, c'est celui de Momotaro. Et si je vous dis Momotaro et là maintenant Luffy s'appelle Luffy Taro, il faut potasser ce conte parce que je suis sûr que Ichiro Oda va nous donner plein d'autres références par rapport à ce conte sur le reste de Wano Kuni. Et d'ailleurs, le conte de Momotaro a servi énormément d'inspiration au niveau, par exemple, de Dragon Ball, mais aussi de plein d'autres shonen. Alors, un autre truc qui est vraiment pas mal, qui montre vraiment la débilité de Luffy, c'est que Tama, elle a eu des problèmes à cause du poison qu'il y avait dans la rivière, puis après elle a dit, mais de toute façon, c'est pas grave, parce que quand Tama va grandir, elle pourra boire l'eau de la rivière, et le poison lui fera plus rien. C'est-à-dire, et il y a même Zoro qui dit, non, 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 c'est pas du tout le cas. C'est parce que lui, il est tellement débile, il pense que tout le monde, quand ils grandissent, il crée des anticorps. Anticorps d'ailleurs, il sait même pas ce que ça veut dire, Luffy anticorps. Il est même pas au courant que c'est ses attaques contre Magellan et ce qui lui est arrivé après qui lui permet justement de maîtriser le poison. Encore une fois, c'est vraiment... Luffy, d'un point de vue débilité, je crois que c'est le pire. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'aime. Par contre, au niveau de Zoro, j'adore vraiment le traitement que lui met Ichiro Oda. On l'avait déjà vu au niveau de Punk Hazard, quand à un moment il dit à Luffy « Arrête de faire le débile, maintenant, faut être un peu plus sérieux parce qu'on est dans le nouveau monde. » Je pense que d'avoir... Il était déjà comme ça avant. Rappelez-vous au niveau de Water 7, quand il dit « Tu dois prendre ton rôle de capitaine et si Usopp veut partir, eh bien il part. C'est à toi d'être ferme et si t'es pas ferme, t'arriveras jamais à être un capitaine. » Et je trouve que c'est justement ce que nous montre Ichiro Oda à travers la débilité de Luffy. Il y a besoin de quelqu'un qui est vraiment terre à terre, qui est vraiment un vrai second. Et là, il se rapproche vraiment de Rayleigh. Et c'est un Zoro qu'on aime. Franchement, le Zoro ici, il est excellent. Le fait qu'il vienne empêcher Luffy de dire son nom parce qu'il ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut être méfiant. Ils sont dans un territoire inconnu. Même si Tsuru, elle a l'air gentille, il ne faut pas dire que lui, c'est Monkey D. Luffy. Le traitement du Zoro badass au niveau puissance ne va pas être que le seul axe de progression au niveau de Zoro. Et je pense aussi que les 2 ans qu'il a été avec Mihawk lui a permis d'être assez intelligent et d'avoir une maîtrise, une analyse de la situation qui était vraiment très très bonne. Rappelez-vous d'ailleurs,
c'était vraiment excellent. C'est lui qui a analysé le pouvoir de Pika et qui a réussi à l'annihiler, à contrôler et à détruire Pika. Donc vraiment Zoro, c'est du très bon. Maintenant on va parler de l'eau. La semaine dernière on avait vu Orca, Pingui et aussi Bipou qui étaient dans les ruines. Maintenant on sait que ces ruines, c'est les ruines du château du clan Kusuki, vu qu'ils sont en haut de la montagne. Et on apprend aussi de la bouche de Batman. Alors petit rappel, Batman et Gazelman, on va en parler tout à l'heure dans la deuxième vidéo qu'on va parler de l'équipage en détail de Kaido. Et bien ces personnes-là disent qu'ils sont à la recherche depuis un bout de temps de personnes qui viennent voler dans la forêt où il y a la nourriture. Hein, toute la nourriture est au niveau de Bakura et la ville Okobore, elle se nourrit des restes de la grande ville qui est derrière justement le Tori, et ils sont à la recherche de voleurs, et le voleur ne peut pas être Zoro parce que Zoro depuis un bout de temps était justement au niveau de la ville de Wano Kuni. Ça fait seulement qu'il y a quelques jours qu'il est devenu un Ronin et qu'il est maintenant en errance, et donc les personnes qui volaient c'était tout simplement l'eau. L'eau grâce à son pouvoir peut se téléporter et donc il pouvait parfaitement piller. Ce qui est vraiment important, c'est que là on va voir l'intervention de l'eau. L'eau voit que Luffy et Zoro sont présents et qu'ils vont foutre tout en l'air. Peut-être que lui il a déjà un plan en tête pour faire quelque chose et que eux s'ils arrivent comme des gros sabots, ça va foutre la merde. Enfin, on peut peut-être aussi imaginer que l'eau ait une alliance aussi avec d'autres supernovas. On ne sait pas, et justement, on va parler de tout ça dans la deuxième vidéo. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine cette première partie de la critique analyse du chapitre 914. J'espère encore une fois que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires, et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.